Canal+ aujourd'hui. Monsieur le rapporteur. Juste, vous n'avez pas complètement répondu, mais c'est pas, on va y revenir sur les deux cas dont je parlais, sur l'affaire Loana et sur les chroniqueurs. Parce que la question, le rebond que je voulais faire, et je vais le faire maintenant, c'est est-ce que vous avez mis en place, en plus des éventuelles mises à pied, avertissements, mises en garde, comment dire, engueulades peut-être, qui peuvent avoir tension. Est-ce que vous avez mis en place, à la suite de ça ou précédemment à ça, aussi des formations sur les chroniqueurs, des formations au VSS, et puis pas que au VSS d'ailleurs, aux sujets qui sont parfois des sujets d'écoute et de traitement des victimes. Moi, j'ai été une fois sur le plateau de Cyril Hanouna sur des cas de harcèlement scolaire, et je leur avais dit, moi, si ça part n'importe comment, je quitterai le plateau immédiatement. Ça s'était, je trouve, moyennement bien passé. Hein. Je trouvais qu'il y avait une façon de traiter le sujet qui était très limitée. Et donc là-dessus, sur la question de dès que vous avez des intervieweurs, des chroniqueurs qui sont face à des victimes, est-ce qu'ils sont formés pour avoir une parole particulière, et la parole particulière que l'on doit aux victimes? Vous n'avez pas quitté le plateau déjà, donc c'est bon signe. Je sais que Madame Rousseau est venue également sur le plateau de TPMP pour donner son expérience. J'en garde un souvenir ému. Nous également. Sur Loana, il faut savoir que Loana est une collaboratrice de la société d'H2O et que nous la suivons depuis très longtemps et nous essayons de l'aider. Et c'était important qu'elle vienne témoigner, mais on aurait pu mieux faire l'interview. C'est dans le débriefing et dans les tensions qu'on a eues après. Mais c'était vraiment dans un acte de bienveillance qu'elle-même souhaitait venir en parler. Nous souhaitions parler de ces problématiques. Et nous sommes aussi derrière elle dans une période très difficile et précaire qu'elle traverse. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que nous aurions dû mieux faire l'interview. Concernant les chroniqueurs, il y a une formation qui a été mise en place. Et c'est vrai que nous avons été tirés plusieurs fois par la manche par l'ARCOM, des fois très fortement, des fois sur plusieurs débordements qu'il y aurait eu dans l'émission, à juste titre, ou des fois je pense que ce n'est pas à juste titre, mais je crois que là on a une vraie formation qui a été faite sur l'émission et on a composé le plateau de TPMP d'une certaine façon avec du renfort de Pascal Latour du Pin et d'autres qui sont venus dans l'émission. Et c'est vrai que nous n'avons plus de problème depuis quasiment un an sur l'émission. Et nous avons un traitement très particulier des victimes. Et je suis très heureux parce que c'est une émission qui en plus fait des records en termes d'audience. Et nous avons une responsabilité par rapport à cette émission qui touche des jeunes publics. Donc je suis d'accord avec vous, on a fait cette formation pour qu'on soit encore plus attentif aux interviews sur notamment des victimes. Mais les victimes sont toujours les bienvenues sur notre plateau. On est attentif aux victimes, on est attentif également à l'avocat de toutes les parties. Vous ne m'avez pas répondu sur l'adaptation du livre d'Éric Zemmour. J'allais le faire, Madame Rousseau. En fait, il s'agit d'un des livres qui sont des livres les plus populaires de cet auteur. Et nous avons en effet un projet, nous avons pour l'instant un développement pour une adaptation en documentaire. Il s'agit du suicide français pour la chaîne Planète. Voilà. Mais si cet auteur est condamné, on reverra notre position. Ce qui n'est pas le cas, je pense, aujourd'hui. Donc en fait, là, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut attendre d'être condamné. Non, pardon, il faut attendre d'être condamné. Et en fait, vous nous avez dit sur toute la première partie que vous faisiez de la prévention. Et donc, la question est où se situe le curseur? Est-ce que ça dépend des personnes ou est-ce que ça dépend des situations? C'est très très simple quand il s'agit, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a eu la possibilité d'expliquer un peu notre travail. C'est 2000 collaborateurs Canal+, il y a beaucoup de choses qu'on produit de nous-mêmes, tout ce qui se passe sur notre périmètre. Et on a deux rédactions, la rédaction des sports de Canal+, et la rédaction de l'information de CNews et de C8. Donc tout ce qui est sur notre périmètre, et à partir du moment où, avec Sylvie, nous avons connaissance des faits qui ont lieu dans l'entreprise, nous sommes dans la tolérance zéro. Quand on n'a pas les éléments de pouvoir juger, on laisse la justice faire son travail. Tout simplement. Je ne suis pas un juge, je suis un directeur général, je suis en charge des collaborateurs
des salariés et on est très attentif à eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que M. Amir Chahi avait demandé la parole, non? J'avais une question supplémentaire. Je crois que Caroline Mercari s'était plaint du comportement dit misogyne et explicitement mettant en cause, c'était paru dans la presse, de la part de M. Pro. Je ne sais pas si derrière, un peu comme M. Balanan vous l'a demandé, il y avait eu des dispositifs de rappel ou en interne, en tout cas, vis-à-vis du groupe, pour savoir s'il avait su adapter, à défaut du ton. Manifestement non, mais en tout cas de son comportement et d'un certain nombre de propos. Et j'ai trouvé, je me permets de dire quelques réserves sur vos réponses de tout à l'heure. Le temps nous est limité, donc je ne vais pas entraver la bonne tenue de la commission d'enquête, mais les réponses insuffisantes quant au porno, en particulier tout à l'heure. Parce qu'une charte qui date d'il y a 20 ans, revue dans une autre cas de déontologie, il y a 2 ans, je crois que vous avez fait un code de déontologie, il y a 2 ans, me paraissait quand même assez limité. Au-delà des tournages, des œuvres elles-mêmes, dont il a été quand même établi que dans leur diffusion, elles étaient explicitement vecteurs de diffusion, de banalisation de la violence sexiste et sexuelle. Ontologiquement, je veux dire, sans juger, encore une fois, sans jugement de valeur sur l'œuvre. Pardon, c'est moi. Excusez-moi. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des députés? Monsieur Balanan, et ensuite vous répondez à l'ensemble. Oui, juste avant de repasser au cinéma et sur une série de questions de comment on peut améliorer un certain nombre de choses, revenir sur les propos que vous venez d'avoir et sur la question de... Je suis peut-être un peu lourd avec ça, mais c'est mon passé de commissaire aux lois peut-être qui remonte, mais sur cette histoire de présomption d'innocence. Moi, évidemment, il y a une présomption d'innocence en matière pénale. Mais je le redis, l'employeur, quand il a des faits, il doit prendre un certain nombre de mesures, et vous en avez pris pour certains. Vous en avez pris des mesures pour Monsieur Ménez, et vous nous dites aujourd'hui sur d'autres cas, sur des cas à l'instant, vous nous dites nous prendrons d'éventuelles mesures si il y a une condamnation. Alors, voilà. Et après, je reviendrai sur des questions, si Madame la Présidente me l'autorise, sur des questions du retour au cinéma pour avoir des points. Voilà. Au porno, parce que en fait, ce qu'on s'est peut-être mal exprimé, ce qu'on a dit, c'est qu'on a pris le sujet il y a déjà 20 ans, on n'a pas attendu ces dernières années, et qu'il n'y a jamais eu aucun souci avec les œuvres pornographiques diffusées sur Canal+. Donc c'est important de le dire. Et Laurent, c'est ce qu'il a voulu expliquer, et que nous avons été les premiers à mettre des femmes pour réaliser des films de ces œuvres de ce type-là. Je pense à Ovidie, et en plus Ovidie qui crée aussi une série comme Des gens bien ordinaires, qui vraiment ont fait une fiction qui a eu un prix international. Donc vraiment, sur le porno, c'est quelque chose qui est maîtrisé sur Canal+. On parle de 20 œuvres par mois, et ce sont des produits par an. Par an, c'est pas une envie personnelle, c'est une confusion. Donc 20 heures, et c'est vraiment maîtrisé, monsieur le député, et je vous le dis, vraiment là c'est quelque chose qu'on maîtrise énormément. Laurent et moi nous sommes très attentifs avec Jean-Marc Jeramy sur ce sujet. Sur le deuxième sujet, sur le cas du journaliste en question, ce sont des faits qui se sont passés devant les yeux de collaborateurs, avec des collaboratrices de l'entreprise qui se sont plaints et qui sont revenus vers nous. Donc on était à même de juger sur un collaborateur avec des collaboratrices qui est sur les... Je ne sais pas de quoi on parle. Je n'ai pas les faits, je ne suis pas juge, je ne suis pas enquêteur. Donc pour moi, je ne vais pas sur un article de presse ou sur... à partir du moment où la personne fait appel, pour moi, il y a la présomption d'innocence. Mais c'est valable pour tout le monde. Alors, si je peux juste compléter quand même la réponse qui vient d'être faite et puis répondre peut-être un peu plus précisément aussi par rapport aussi au collectif de travail, par rapport à une situation qui pourrait susciter de l'émotion. Bien évidemment qu'on prend en compte aussi ce collectif de travail et qu'on a mis en place des dispositifs dans l'entreprise pour répondre à notre obligation de sécurité justement. Notamment, on a une ligne psychologique qui est ouverte 24 heures sur 24 et qu'on communique très très régulièrement, et je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, et on l'a mis en place plusieurs fois. On fait venir une psychologue en interne
en groupe de travail collectif, s'il y a besoin de libérer la parole aussi de certains collaborateurs, d'être accompagnés parce qu'ils peuvent vivre à titre personnel une situation difficile ou parce qu'ils se sentent, voilà, il y a des tensions qui peuvent être nées au sein de l'équipe, on met en place tous les dispositifs internes pour justement travailler sur ça et revenir sur un climat de travail qui soit serein. Donc on prend vraiment en compte aussi les conséquences sur le collectif du travail. Alors, moi, j'ai 2 questions. Et après, Monsieur Amir Cheikh, je vous redonne la parole. La première, c'est que vous pouvez entendre qu'il y ait un message pour le moins brouillé entre, d'un côté, une politique réelle que vous menez et dont vous témoignez avec, de manière tout à fait convaincante, et de l'autre, le fait de laisser, par exemple, un Morandini ou de produire l'adaptation du film, l'adaptation du livre de Zemmour. Et donc, la question est, quel message vous envoyez ? C'est-à-dire, qui croit-on ? Comment instruit-on la parole entre, d'un côté, une valorisation de ceux qui sont accusés, même si la présomption d'innocence, évidemment, est un sujet constitutionnel et donc incontestable, et de l'autre, tout un tas de dispositifs qui encouragent à la prise de parole, mais quand même avec la starification de ceux qui sont posée. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est que j'entends que tant que la justice n'est pas passée, vous n'agissez pas parce que ça relève de la justice et que ça relève de l'externe à l'entreprise. C'est ça vos 2 arguments. J'ai une question sur les personnes qui auraient été condamnées par la justice. Typiquement, par exemple, je prends un Nicolas Bedos, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Dès lors qu'il est condamné, quelle serait votre politique en matière de production de films, par exemple, ou d'accompagnement? Et c'est une vraie question. Que feriez-vous? On a reçu un scénario écrit par lui il y a 10 jours et on l'a refusé. Voilà. Sans même se poser réellement la question de est-ce qu'on va le distribuer, est-ce que ça a une rentabilité, etc. Voilà. Je ne commenterai pas le scénario. Mais on l'a refusé, évidemment. Enfin, on a un rôle. On ne va pas mettre en lumière des gens qui viennent d'être condamnés. Enfin, en tout cas, on n'a pas envie, nous, de défendre cette position-là. Voilà. Sur la chaîne, je ne dirais pas grand-chose de plus. Nous, on n'a pas reçu le scénario en question. Je... Mais il est trop un peu plus proche. Non, mais c'est des micros, il ne peut y avoir qu'un seul micro. Sinon, vous voyez déjà le bazar que c'est à l'Assemblée. C'est vrai. Pas du tout. Oui, déléguer un opérateur. On en a quelques-uns professionnels. Je disais que la réflexion est évidemment du même type sur ce qui concerne l'investissement même en tant qu'acheteur et donc ni coproducteur ni distributeur, mais simplement en tant que diffuseur. Il y a 10 ans, les choses ne se seraient peut-être pas posées en les mêmes termes. Aujourd'hui, évidemment, le milieu, la société et le milieu a évolué. Ça devient une chose impossible en les termes que vous présentez avec l'exemple dont vous parlez. Aujourd'hui. Il y avait Monsieur Amir Cheikh. Après, je te donne la parole en dernière question. Ça te va, Monsieur Amir Cheikh? Oui, Madame Cavé, vous avez été très convaincante tout à l'heure, enfin très claire en tout cas dans la présentation du dispositif CHSCT, CSSCT. Et la question est simple, quel lien avec la justice le cas échéant? Parce qu'on n'avait parlé que des dispositifs internes. Ça c'est une question. Remarque très prudente, hein, il ne s'agit pas pour la Commission de remettre en cause votre liberté éditoriale. Il y a des gens qui ont été en prison, qui ont commis des crimes et qui ont publié des livres en étant en prison. La question est de savoir quelle est votre doctrine de groupe. C'était tout. C'est une remarque, pas une question. Monsieur le rapporteur. Oui, juste, avant d'avoir deux questions un peu plus techniques pour qu'on essaye de trouver des solutions sur certains aspects, juste un point qui est, encore une fois, Nicolas de Bedos vient d'être condamné, mais il a fait appel. Et donc, à ce titre, il est toujours présumé innocent. Et donc, vous avez M. Morandini, qui, lui, a été condamné, et qui a été condamné, je pense, en première instance, qui est exactement dans la même situation. Donc voilà. Bon, c'est juste peut-être que c'est une réflexion que vous n'aviez pas complètement. Ouais. Non, j'en veux rien, j'en veux pas du tout. Je n'en veux pas du tout. Moi, je fais juste mon travail de rapporteur d'une commission d'enquête. J'essaye d'être sur des faits et d'être ni juge ni procureur, mais d'essayer de dégager un
voilà, et puis surtout un certain nombre de choses qui sont faites, bien faites parfois, et voir s'il y a des erreurs, des améliorations. Et à ce titre, justement, sur le cinéma, revenir sur la question de la responsabilité que vous pouvez avoir et sur un sujet qui, à mon sens, est un sujet que l'on pourrait collectivement approfondir pour améliorer les choses. Aujourd'hui, vous savez, vous avez une clause assurantielle qui permet d'interrompre un tournage. La clause, elle est parmi les assureurs que l'on va avoir, hein, qu'on va auditionner. Cette clause, elle permet à hauteur jusqu'à 500 000 € et pendant 5 jours d'interruption de tournage de prendre en compte les interruptions de tournage, voilà, qui peuvent être sur ces sujets-là. Alors ça, c'est le sujet, mais 5 jours sur un tournage, c'est 500 000 €. Parfois, ça peut être beaucoup plus si par exemple, on a un cas fort et qui demande de changer une équipe entière. Et est-ce que vous pourriez être prêt, vous, en tant que financeur, à vous dire que peut-être les assureurs, et je crois qu'ils ont des projets dans les cartons, pourraient avoir une clause qui serait évidemment payante, parce que celle-là est gratuite. Hein, c'est dans la clause, les contrats d'assurance basiques sur les films. Une clause qui serait payante et qui permettrait justement de traiter des sujets quand ils arrivent, et par exemple d'imaginer qu'on puisse avoir 1 mois de suspension de tournage pour traiter un sujet, changer de réalisateur, pourquoi pas, réalisateur, ou changer d'équipe, ou voire même peut-être imaginer un changement d'acteur dans ces cas-là. Est-ce que c'est quelque chose, vous pensez que c'est un levier pour assainir ce milieu, sachant qu'on sait et on a bien compris que parfois les gens ne parlent pas parce qu'ils savent que s'ils parlent, ils cassent leur carrière. Un travail collectif et tout un projet qui est parfois le projet d'une vie pour certaines équipes. Je vous remercie. Ce sera la dernière réponse à la dernière question et après on clôturera cette audition. Merci. C'est une question et c'est une proposition de travail qui nous intéresse énormément parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, une œuvre, c'est un travail collectif. On est sur 150, 200 personnes qui travaillent sur une œuvre collective. On parle de films et on n'a pas beaucoup parlé de séries. Vous savez qu'on produit beaucoup de séries chez Canal. Là, pour l'anniversaire, on a comptabilisé 105 séries. Vous connaissez Les Revenants, Le Bureau des légendes et d'autres. Et avec Olivier Bibas, nous avons eu le cas, sans revenir, sans donner le nom, effectivement, sur une création originale, où nous avons dû interrompre le tournage. Et parce que nous sommes allés en action avec le producteur, en coordination avec lui pour gérer le problème. Et c'est vrai que nous avons décidé de payer en partie avec le producteur les différents jours avec les assurances. Et c'est vrai que nous souhaiterions travailler pour que les assurances nous aident pour libérer la parole et pour nous accompagner si un cas délictueux arrivait lors d'un tournage. Donc je trouve que la proposition est très intéressante parce qu'on a été confronté à ça. On a payé avec le producteur à 50-50 parce qu'on agit énormément. Enfin, sur les productions originales, on est vraiment sur le contenu et on sait véritablement ce qui se passe. Donc là, c'est vrai que c'est une piste intéressante. Merci. Nous allons auditionner les assureurs pour leur poser la question et faire évoluer les choses de ce point de vue-là. Nous vous remercions sincèrement pour votre présence et pour vos réponses. Et si vous avez des compléments à nous apporter, vous pouvez le faire par écrit sans aucune espèce de difficulté. Et pardon ? Si vous voulez continuer les échanges par écrit, il n'y a pas de problème. Et en tous les cas, merci de vos réponses. Et nous vous tiendrons informés de l'avancée de cette commission d'enquête. Merci.